Le nombre des participants augmente. Je vous propose qu'on démarre avec ceux qui sont déjà présents. Donc, bonjour à tous. Bienvenue sur l'atelier du programme LIFE dont nous allons vous parler dans quelques instants. Juste avant de démarrer, je voudrais juste vous rappeler les règles du webinaire. Donc, ce webinaire a une durée de 45 minutes maximum. On va se tenir au délai. Par défaut, votre caméra et votre micro sont coupés. L'atelier est enregistré. Toutes vos questions, vous pouvez les déposer via le chat auquel vous avez accès. On vous répondra à certains moments de la présentation. Et quoi qu'il arrive, à la fin de la présentation et à l'issue de cette journée, une fois vos questions sera diffusée sur la plateforme sur laquelle vous retrouverez également la présentation de cet atelier. Donc, quoi qu'il arrive, vous aurez les réponses à l'ensemble de votre question, soit pendant la présentation, soit par la suite avec le support. Voilà, donc je vais juste vous présenter les différents intervenants de ce séminaire, de cet atelier. Donc, nous avons d'abord Julia Pereira da Ponte, qui est le point de contact national sur le dispositif LIFE. Nous avons également Patrick Biard, qui est directeur Europe et international chez Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, qui sera l'animateur de cet atelier. Nous avons également Clément Dio, qui travaille chez Innovalliance, qui est chargé de mission Europe et coordination internationale. Nous avons également Jean-Jacques Legard de Plastipolis, du pôle Plastipolis, qui est le directeur technique et industriel, et moi-même qui travaille chez Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et qui suis sur les sujets d'innovation et d'environnement. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à Patrick pour l'animation de cet atelier. Oui, merci Émilie. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints à cet atelier sur le programme LIFE. C'est un programme auquel vous pouvez faire appel si vous avez un projet en lien avec les thématiques du climat, de l'environnement et bientôt de la transition énergétique. C'est un programme qui a son propre budget et un propre fonctionnement que nous allons vous présenter. Et en ce sens, il est, on va dire, indépendant du programme Horizon Europe qui vous a été présenté plus largement ce matin et peut être également mobilisé sur certains types de projets complémentaires. Donc, dans cet atelier, nous allons vous présenter le nouveau programme LIFE 2021-2027. Et puis, nous vous proposons 2 témoignages de porteurs de projets en région. Et enfin, nous préciserons les structures et les instruments d'accompagnement auxquels vous pouvez faire appel pour vous aider dans le montage de vos projets. Alors, pour commencer, j'accueille Madame Julia Pereira. Merci, Julia, de nous avoir rejoints. Vous êtes point de contact national du programme LIFE et vous avez donc un rôle clé, on va dire, dans le déploiement de ce nouveau dispositif européen. Alors, avant d'entrer dans le sujet, pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce rôle de point de contact national et quel soutien vous pouvez apporter aux futurs porteurs de projets qui nous écoutent? Bonjour à tous. Alors déjà, dans un premier temps, en fait, on est 3 points de contact nationaux PCN au sein du ministère de la Transition écologique. Et donc, on est répartis par thématique. Donc, mes 2 collègues qui s'occupent plutôt de la nature et de la biodiversité d'un côté et de l'action climatique de l'autre côté. Et moi qui m'occupe du coup de ce qui va devenir dans la nouvelle dénomination économie circulaire et qualité de vie. Donc voilà, je m'occupe que d'une partie des thématiques, mais néanmoins, on a quand même chacun une vision sur l'ensemble du programme. Donc la fonction de PCN, c'est une fonction qu'on exerce en plus d'autres missions, ce n'est pas quelque chose à temps plein. Et notre mission principale, c'est l'information des porteurs de projets. Donc ça passe par ce type de réunion aujourd'hui, aussi par l'organisation d'une journée nationale d'information tous les ans en avril, où là, il y a la Commission européenne qui vient. Donc c'est aussi un moment important, notamment cette année où on aura toutes les informations sur le nouveau programme. Et donc, quand je dis ce que sont les PCN, c'est aussi ce que ne sont pas les PCN. Donc, j'ai parlé de la Commission européenne. Comme Horizon 2020 et Horizon Europe, le programme LIFE est bien géré directement par la Commission européenne. Donc, les PCN n'ont pas de rôle, par exemple, dans la sélection des projets. On est plus dans l'information et également en partie dans l'accompagnement, comme ça a été dit. Donc, je l'évoquerai plus largement par la suite. Mais on a aussi une mission d'assistance au dépôt des projets, une adresse de contact pour poser toutes les questions que vous souhaitez sur le programme, mais je reviendrai là-dessus par la suite. Donc effectivement, un rôle clé pour les porteurs de projets qui vous écoutent, et je pense qu'ils ne manqueront pas de vous solliciter. Alors peut-être pour commencer, pouvez-vous nous préciser les grandes lignes du programme, ses objectifs et les concepts clés?
Oui. Alors, de ce qu'on peut dire de façon très très générale du programme LIFE, c'est que c'est le premier programme de financement de l'Union européenne qui a été dédié uniquement aux problématiques liées à l'environnement et au climat. Il date de 1992, donc il a quand même beaucoup évolué depuis, et il est encore en train d'évoluer, c'est ça un petit peu le point clé, puisque beaucoup de choses n'ont pas encore été totalement précisées pour le futur programme LIFE pour la période 2021-2027. Peut-être que vous en avez entendu parler plus tôt ce matin, donc c'est des choses qui sont liées au cadre financier pluriannuel global de l'Union européenne, et il y a des choses qui sur LIFE vont pas mal évoluer et qui ne sont encore assez imprécises. Donc je vais pouvoir vous parler aujourd'hui de ce qu'on sait, sachant que beaucoup de choses seront précisées en début 2021. Mais néanmoins, au-delà des thématiques qui sont extrêmement larges sur l'environnement et le climat, il y a une approche un petit peu spécifique du programme LIFE, qui est celle que je vais vous décrire maintenant, donc avec des objectifs qui sont à la fois de développer, faire la démonstration et promouvoir des techniques, méthodes ou approches innovantes, donc un accent assez important mis sur l'innovation. Également le soutien au développement, au suivi et à la mise en œuvre de la législation de l'UE pertinente, puisque LIFE a vraiment été créé comme un programme permettant de mettre en œuvre la législation de l'UE sur l'environnement, donc qui est très large, mais qui est vraiment un accent quand même sur ce qui est intéressant pour la Commission européenne dans le cadre de la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne. Et également la notion de catalyser le déploiement à une large échelle de solutions techniques et de politiques publiques pour la mise en œuvre de la politique UE, toujours, de l'Union européenne. Donc, à la fois un accent sur l'innovation, un accent sur la mise en œuvre de la législation et un accent sur la notion de catalyse, donc des projets qui vont faire émerger des projets plus importants. Disons que la logique générale, c'est que c'est un petit programme en termes de budget, malgré tout, avec des enjeux couverts qui, eux, sont extrêmement larges, puisque c'est tout ce qui concerne l'environnement et le climat. Et donc, du coup, la Commission attache une importance assez particulière aux bénéfices environnementaux des projets et à leur capacité à essaimer. Donc, c'est en fait, voilà, c'est un petit peu la ligne directrice sur laquelle ensuite s'appuie la Commission pour décliner le mode opératoire du programme. Donc, effectivement, là, on note la volonté de changement d'échelle qui est, je crois, assez largement partagée et qui était peut-être moins présente dans le programme précédent et qui va nous inciter à peut-être travailler également sur des projets avec des niveaux de maturité un peu plus élevés. Donc, ce nouveau programme devrait couvrir un champ très large de sujets environnementaux. Alors, pouvez-vous nous les présenter, ces thématiques qui ont été retenues et les domaines prioritaires, on va dire, du nouveau LIFE? Alors, à ce stade, en fait, on n'a pas encore de définition des domaines prioritaires de façon précise, puisque ça, contrairement au programme précédent, ce n'est pas défini dans la réglementation en tant que telle, ce sera défini dans des actes postérieurs et dans les appels à projets annuels. Mais ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'il y aura 4 sous-programmes. Donc, le premier sur la nature et la biodiversité, qui a priori concerne un petit peu moins les acteurs présents aujourd'hui, en tout cas moins les entreprises de façon générale. Le deuxième sur l'économie circulaire et qualité de vie, donc c'est extrêmement large, mais a priori ça reprend globalement les thématiques de ce qui s'appelait auparavant le volet environnement et utilisation rationnelle des ressources. Donc, globalement, ça devrait être à peu près la même chose. Ensuite, sur la partie climat, à la fois la partie atténuation du changement climatique et adaptation, qui correspond à ce qui existait déjà dans le LIFE précédent, et la nouveauté, le sous-programme transition énergétique propre, qui vient de Horizon 2020 et qui, là, s'insère dans la logique de transition énergétique pour la neutralité carbone, principalement. Donc, ce qui vous intéresse plus a priori, c'est les 3 derniers sous-programmes. C'est vrai que le dernier point, c'est vraiment une nouveauté de ce programme, notamment en lien avec les orientations énergétiques du pacte vert dont on parlait ce matin et la volonté d'accélérer la transition et de massifier, par exemple, tout ce qui est rénovation énergétique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et tout ceci donc, va se traduire, j'imagine, par différents types de projets oui. qui seront financés par le programme. Alors, quels sont-ils et pouvez-vous nous indiquer un peu les types d'actions qui vont être financées ou pas financées
Alors là encore, je suis désolée, il y a beaucoup de choses qui sont en cours de précision et sur laquelle on n'a pas de visibilité complète. Mais disons, les 4 principaux types de projets que je peux vous décrire, les premiers projets stratégiques pour la nature, a priori, ne vous concerneront pas. C'est extrêmement spécifique, comme je disais tout à l'heure, sur les sujets de nature et biodiversité. Les projets stratégiques intégrés sont aussi assez particuliers. On attend un certain nombre de définitions plus précises, mais si vous êtes intéressé par ce type de projet, je vous invite vraiment à passer par les PCN parce que voilà, on aura besoin de précision, mais en général, c'est des projets assez particuliers. Mais disons que les projets classiques LIFE, ce sera ce qui s'appelle dans le nouveau règlement les projets d'action standard, qui sont vraiment voilà, le financement de projets portés par des PME, des entreprises, des acteurs publics, enfin, le projet LIFE classique. La grande nouveauté, c'est que le cofinancement maximum a augmenté. Il est passé à 60%, alors qu'il était de 55% maximum lors de la précédente période. Donc ça, c'est quand même un élément intéressant et qui, j'espère, peut peut-être vous amener à davantage postuler au programme. Et ensuite, il y aura aussi donc, on a parlé du programme énergie tout à l'heure. A priori, les projets du programme énergie seront considérés dans la catégorie autres projets de LIFE et ça correspondra aux actions de coordination et de soutien qui étaient dites CSA. Mais voilà, a priori, les projets LIFE classiques, ce sera les projets d'action standard et les projets énergie, ce sera autres projets, actions de coordination et de soutien. Et on attend encore pas mal de précisions après sur l'articulation exacte et sur les attentes spécifiques qu'il y aura pour ces projets. Mais ce que je peux dire quand même de façon plus générale et en s'appuyant sur ce qu'on connaît du programme actuel, je vais revenir un petit peu aux spécificités dont j'ai déjà parlé un tout petit peu de LIFE, mais qui se fondent en gros sur la logique de petits programmes qui essaient d'avoir des impacts extrêmement importants. Donc ça, ce que ça implique, c'est par exemple que la Commission apporte une attention extrêmement importante sur le potentiel de réplication et de transfert des résultats du projet. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, non seulement un projet LIFE, c'est un projet qui doit avoir des impacts intéressants pour l'environnement pendant la durée du projet, mais également déjà dès le début et dès le dépôt du projet, penser comment ces résultats intéressants pourront essaimer ailleurs sur une autre aire géographique ou dans un autre domaine technique si ça s'y prête, pour vraiment maximiser les résultats du projet. Et c'est un petit peu la même logique pour l'accent mis sur la question de la pérennité du projet. Ça, c'est un peu une spécificité qui devrait perdurer et qui après se traduit dans les évaluations du projet, même si pour l'instant, on est encore en attente des éléments de cadrage sur ce point. Et les autres spécificités, notamment par rapport à Horizon 2020 et Horizon Europe, dont vous avez dû entendre parler ce matin, c'est que LIFE ne finance pas de travaux de recherche. Il peut y avoir des travaux préparatoires vraiment en tout début de projet, mais ce n'est pas de la recherche, c'est quand même normalement un degré de maturité au-delà de la recherche. Et LIFE ne finance pas non plus, et c'est toujours dans cette logique de petits programmes impact important, d'importantes infrastructures. Parce que ça, c'est donc important d'infrastructure, c'est compris comme infrastructure dont le montant est supérieur à 500 000 €. Alors ça peut peut-être évoluer dans le cadre du nouveau programme, mais globalement, la logique, c'est que une infrastructure importante, c'est quelque chose qui est lourd à financer pour un programme et qui ne peut pas, LIFE n'est pas forcément outillé et dimensionné pour. Donc, voilà, si c'est ce type de projet, il faut plutôt aller voir vers des fonds structurels ou d'autres choses. Mais c'est entre, voilà, pas de la recherche, mais une certaine maturité quand même, mais pas non plus du déploiement qui nécessiterait des infrastructures extrêmement importantes et qui, du coup, sont trop coûteux par rapport aux bénéfices qu'on peut en attendre. Voilà, c'est un peu la logique générale. Et c'est peut-être là où on voit peut-être la complémentarité entre les différents programmes, donc H2020 ou Horizon Europe, qui est, comme vous le disiez, plus orienté recherche, innovation. Les fonds structurels, fédères régionaux, etc., plus peuvent financer de l'infrastructure et tout ce qui est entre les deux, peut-être pour des pilotes, des démonstrateurs. À ce moment-là, on pourrait se baser également sur le programme LIFE. Oui, c'est ça. Alors, d'accord. C'était la logique qui était vraiment décrite de cette manière-là lors du précédent programme. Je pense que ça va rester. Il peut y avoir peut-être quelques ajustements à la marge, mais c'est quand même, a priori, globalement, cette logique-là qui demeure en termes de positionnement du programme. D'accord. Et donc, un point qui me semble aussi également important et que vous mettez en avant, concerne la réplication et la pérennité du travail qui va être réalisé. Alors,
Souvent, c'est des activités qui ne sont pas forcément nécessairement faciles ou simples à prévoir et à organiser. Mais je dirais ce qui peut être peut-être intéressant pour les porteurs de projets qui sont en ligne, c'est vraiment d'aller voir sur la base de données des projets LIFE. Il y a vraiment des approches intéressantes en termes de réplication et de pérennisation des actions. Donc, cette base de données-là, et je dirais même également sur le H2020, pour trouver des approches intéressantes qui peuvent être, dont on peut s'inspirer pour ces projets-là. Alors maintenant, peut-être plus, Julia, sur les aspects administratifs, pouvez-vous nous dire ce qui va changer et comment surtout va se dérouler le dépôt des candidatures et leur instruction? Oui, tout à fait. Alors, juste pour revenir sur la base de données, dans les derniers slides que il y a les ressources utiles et vous aurez le lien vers cette base de données qui, en effet, est extrêmement utile pour préparer un projet. Et donc, sur la question de la candidature, alors encore une fois, on a pas mal d'incertitudes à ce stade sur le nombre sur le type de dépôt qui sera affecté à chaque sous-programme. Mais actuellement, on avait des projets en 2 phases pour le volet environnement et des projets en 1 phase pour le volet climat. Donc, en 2 phases, c'est-à-dire qu'on a d'abord une note de synthèse qui s'appelle concept note en anglais, mais je préfère appeler note de synthèse parce que concept note, ça donne l'impression, c'est une dizaine de pages, que ça peut être le concept général du projet et qu'on verra pour approfondir plus tard dans le cadre du dossier complet. Sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment la manière dont on perçoit la commission, une note de synthèse, donc la synthèse d'un projet qui est déjà quasiment ficelé, monté, alors pas forcément dans le moindre détail, mais quand même le budget doit être globalement monté et cohérent. Donc, du coup, ça implique quand même d'avoir un certain nombre d'actions qui sont assez précises et qui sont déjà pensées, même si elles ne peuvent pas être mises dans le détail dans la note de synthèse. Donc voilà, c'est vraiment une synthèse du projet. C'est court à écrire, mais c'est long à concevoir. Et il faut quand même bien ne pas porter toute l'attention nécessaire au stade de cette note de synthèse parce que c'est déjà assez concurrentiel. Mais néanmoins, ça permet de ne pas perdre beaucoup de temps dans l'écriture puisque au niveau de l'écriture, c'est quand même assez synthétique, bien que dense. Donc, ensuite, la commission sélectionne déjà ces notes de synthèse. Elle en retient un certain nombre et sur la base de cette première sélection, les projets peuvent être amenés à déposer un dossier complet. Donc là, c'est plus long, ça décrit l'ensemble du projet, ça fait entre 100-150 pages. Voilà. Et donc ça, c'était pour les projets environnement. Et pour les projets climat, c'est uniquement un dossier complet. Donc c'est tout de suite un dossier qui décrit l'ensemble du projet sans possibilité de revenir dessus après, comme c'est le cas pour les projets environnement. Et donc voilà, ce que je disais, c'est qu'on ne sait pas si pour l'instant, si tous les projets vont passer en 2 phases. C'est possible, c'est largement envisagé, ce n'est pas certain que ça se fasse, mais néanmoins, c'est possible. Et donc, comme je disais, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment anticiper au maximum la préparation du projet, notamment pour la note de synthèse. Et également, toujours pour la note de synthèse, bien assurer un lien entre le dépôt de la note de synthèse et le dossier complet, parce que parfois, il peut arriver que ce ne soit pas la même personne que la personne qui était en charge de la note de synthèse ne soit plus là quand la note de synthèse est acceptée et qu'il faut déposer le projet complet. Et ça, finalement, parfois, on voit des projets qui étaient bons, qui perdent une chance parce qu'il n'y a pas eu ce lien qui a été fait entre les 2 phases. Donc, c'est vraiment quelque chose à bien anticiper et c'est possible que ça passe en 2 phases pour les projets climat. Donc, si vous voulez déposer un projet climat, je vous invite à avoir bien ça en tête, même si ce n'est pas sûr que ce soit le cas non plus. Et en termes de calendrier, globalement, ce que ça implique, c'est 2 phases ou 1 phase, c'est qu'il y a minimum 1 an entre le dépôt du projet et son début. Donc voilà, c'est aussi... il y a un certain temps de dépôt et les actions ne peuvent pas démarrer avant que le projet ait officiellement démarré. Donc, on ne peut pas prévoir d'action tout de suite. Voilà. Tout à fait. Et donc là, le mot-clé, c'est anticipation. Je crois que le premier intervenant ce matin parlait d'une durée de 6 mois pour monter un projet avec l'ensemble des partenaires. Donc, c'est travail collaboratif. On est plusieurs, je pense, à partager ce chiffre. Alors, pour aider les porteurs de projets à anticiper justement, a-t-on déjà une visibilité sur les budgets des thématiques, le calendrier des futurs appels à projets? Vous avez dit qu'il y a un peu de discussion autour de ces sujets-là pour l'instant, mais des ordres de grandeur déjà, est-ce qu'on a ça?
Alors, des ordres de grandeur, ce qu'on a pour l'instant, en fait, c'est la proposition de la Commission européenne. Donc, pour mémoire, le programme précédent, c'était 3,4 milliards d'euros sur l'ensemble de la période. Là, ce sera 5,4 milliards d'euros. Donc, il y a quand même une augmentation, c'est à noter. Ça, c'est la proposition de la Commission européenne. Ce n'est pas encore adopté, mais ça devrait être à peu près ça. Mais voilà, rien n'est adopté pour l'instant, mais a priori, ça devrait être à peu près ça, avec du coup le nouveau programme Transition énergétique propre qui vient de H2020 avec son budget propre de 1 milliard d'euros. Et le reste, ça fait une augmentation notamment pour les volets nature et biodiversité et économie circulaire et qualité de vie. Après, ça ne donne pas de répartition annuelle, mais globalement, il y aura des appels. A priori, le calendrier est toujours de façon indicative en avril, même si ça peut tout à fait évoluer, que ce soit en cas de retard dans l'adoption du CFP ou à cause du Covid. Mais globalement, vous pouvez vous attendre à avoir des appels à projets en avril et à avoir, alors sans connaître l'enveloppe précise, mais qui n'aiderait pas spécialement de toute façon à déposer, à budgéter le projet, mais voilà, savoir qu'il y aura des enveloppes pour les projets, pour l'ensemble des sous-programmes qui devraient être a priori lancés en avril. Et en termes de calendrier, on n'a pas vraiment beaucoup plus de précision, mais vous aurez plus d'informations, je pense, début 2021. D'accord. Très bien, et je suppose que vous nous informerez largement dès que ça sera finalisé. Donc, pour terminer cette première partie, et je vous remercie encore pour ces éclairages, Julia, j'aimerais vous demander quels sont, selon vous, les points clés à retenir pour les personnes intéressées par ces appels à projets. Éventuellement, vous parliez de dispositifs d'assistance proposés par le ministère. Si vous pouvez nous... Alors, le premier point clé, je dirais que c'est rester attentif aux informations qui seront diffusées a priori 2021. Et je vous mettrai après les ressources utiles que vous pourrez consulter et on fera aussi de l'information auprès de vous. Après, l'autre point à retenir, c'est que si vous avez déjà expérimenté Life, il devrait y avoir normalement quand même des simplifications pour les porteurs de projets, donc ça pourrait être plus simple, notamment si jamais il y a quelques porteurs publics parmi vous, la règle des 102% qui s'appliquait aux organismes publics devrait être supprimée. Donc, si vous n'en avez jamais entendu parler, tant mieux, elle n'existera a priori plus. Mais sinon, c'est quand même un frein assez important qui pourrait être levé, en tout cas pour la participation des organismes publics. Elle ne s'appliquait pas au privé. Et ensuite, pour la question de l'aide, en effet, comme d'autres appels à projets, Life demande quand même un certain investissement, mais il y a des dispositifs qui existent. Je crois que la région en présentera certains. Et de notre côté, le ministère de la Transition écologique propose une assistance au dépôt pour une trentaine de projets par an. Donc, c'est une assistance au dépôt, pas au montage de projets. C'est vraiment pour bien connaître les règles de Life et avoir un projet quand même globalement déjà monté, mais voir comment le valoriser pour Life précisément. Et donc ça, on peut vous tenir informé, on tiendra informé les porteurs de projets potentiels via le site du ministère. Et on a aussi une journée d'information annuelle qui est organisée début avril, à laquelle la commission participe. Et surtout cette année, il y aura beaucoup de nouveautés. Et je pense que c'est quand même la commission qui est la mieux à même d'expliquer ces nouveautés qui seront toutes récentes. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite tout à fait à y participer. Et pour finir, voilà, je vous ai décrit rapidement le dispositif d'assistance dont je viens déjà de parler, le courriel fonctionnel pour contacter les PCN, parce que du coup, moi, je m'occupe que d'environnement, mais il y a aussi mon collègue du climat que vous pouvez contacter via cette boîte. Et enfin, le dernier slide, rapidement, pour ne pas perdre de temps, les différentes ressources utiles, notamment le site de la Commission européenne, la base de données des projets Life dont on a parlé précédemment, qui en effet est extrêmement importante, et aussi la page Life du ministère pour des informations en français et qui renvoie souvent vers la Commission européenne, qui est vraiment le site de référence, mais tout ce qui concerne le dispositif d'assistance du ministère, la journée d'information du ministère, etc., c'est sur la page dont vous avez le lien ici. Très bien. Merci beaucoup, Julia, pour tous ces éléments très utiles. Et donc, on reviendra vers vous en fonction de l'avancement du programme et les différents appels à projets. Maintenant, je vous propose peut-être de prendre quelques questions et de répondre ou quelques commentaires de nos participants. On a quelques minutes. Je vous propose d'utiliser donc le chat. N'hésitez pas à commenter ou à nous poser vos questions. Patrick, oui, il y a eu quelques questions, là, je vois, qui ont été posées.
Il y en a une première là qui était publicité sur les. Donc, si les travaux de recherche ne sont pas financés, quels sont les niveaux de TRL concernés puisque donc, souvent en niveau de recherche, on est plutôt dans les TRL bas. Et donc là, quels sont les niveaux de TRL qui seraient concernés si les travaux de recherche ne sont pas financés? Alors, la commission en général n'aime pas du tout parler en termes de TRL, donc ce n'est pas quelque chose qui est absolu. Mais en général, c'est plutôt 7-8 qui peut être évoqué quand les TRL sont évoqués. Mais ce n'est vraiment pas le raisonnement qui est appliqué à LIFE. Donc, il ne faut pas que ce soit de la recherche pure. Il peut y avoir des petites activités de recherche en tout début de projet, à condition d'avoir quand même déjà pas trop d'incertitude sur, sur les résultats et pour être sûr en fait, que si les travaux de recherche qui doivent être menés en tout début de projet, s'ils échouent ou remettent en cause l'ensemble du projet, ça peut être une incertitude un peu trop grande pour LIFE, puisque du coup le projet ne peut pas se mener. C'est plutôt comme ça qu'il faut raisonner, parce qu'en général, la question est systématiquement posée et la commission qui gère le programme est assez on n'aime pas forcément appliquer la notion de TRL à LIFE. Ok, merci. Il y en avait une autre aussi donc, sur le calendrier, mais bon, je crois que vous y avez répondu en disant qu'on aura plus d'informations effectivement l'année prochaine. Il y avait aussi une question sur les changements entre la note de synthèse et le dossier projet. Est-ce que du coup, quels sont les changements attendus entre, donc j'imagine que c'est pour les projets qui sont en deux temps. Alors à ce stade, si la question est précisément le contenu de la note de synthèse, quels sont les changements attendus, on n'a pas encore de visibilité sur ce point. Ce sera simplement globalement, il n'y a pas de bouleversement. Si pour un sous-programme, ça reste en 2 phases, il n'y a pas de bouleversement attendu sur le séquençage entre note de synthèse et dossier complet. Il pourrait y avoir des ajustements à la marge sur le type de projet qui est mis en avant ou sur les critères d'évaluation, mais il n'y a pas de grand bouleversement attendu sur le principe d'une dizaine de pages, puis un dossier plus large. Si ce n'est peut-être un changement de plateforme, mais ça, on n'a pas encore non plus tous les éléments pour vous préciser cela. Ok. Et après, il y a des questions sur est-ce que la présentation sera partagée, mais j'imagine que ça va être mis effectivement à disposition ensuite des participants là, au webinaire. Est-ce que aussi il y avait une question sur les notions de sécurité quant au contact alimentaire? Donc, je ne sais pas si sur ce point-là, enfin sur le sujet, LIFE aborde cette thématique ou... Alors à ce stade, comme je l'indiquais, on a certitude uniquement sur les grands sous-programmes. Et en termes de thématique, l'idée est quand même de rester assez large, a priori. Donc c'est, globalement, l'idée de LIFE, contrairement à H2020 qui va, ou H-Europe qui va cibler une thématique très particulière, c'est pas le cas de LIFE, sauf pour des projets très particuliers, mais qui a priori vous concerneraient pas. Le principe, c'est plutôt si la Commission peut prendre toutes les bonnes idées qui lui permettent de mettre en œuvre de façon plus efficace la législation de l'Union européenne. Donc, vous, de votre côté, si vous avez quelque chose sur les matériaux en contact alimentaire, c'est quelque chose qui est réglementé par l'Union européenne. Oui, ça peut entrer, mais la question ne se pose pas vraiment en termes de thématique, elle se posera plus en termes de type de projet. Et pour ça, on a quand même besoin d'avoir plus d'éléments sur les nouvelles orientations du programme. Okay. Une dernière question peut-être, c'était sur est-ce que le programme LIFE, peut financer des projets de formation qui visent à développer des emplois dans le domaine de transition écologique ou dimension écologique? C'est un petit peu trop vague pour que je puisse répondre. Il y a pas. Alors, est-ce qu'en tout cas ça finance des actions des projets de formation ou... Alors si c'est uniquement un projet de formation, c'est pas évident. Disons que il peut y avoir des actions de formation, mais qui vont pas être présentées comme ça. La question, c'est la question des impacts en fait qui se pose. Et en plus de ça, ces actions étaient précédemment financées dans le cadre d'un volet gouvernance et information en matière d'environnement qui a été fusionné dans le cadre du sous-programme économie circulaire et qualité de vie. Et du coup, je ne sais pas encore exactement comment ces projets qui jusqu'à présent étaient traités de façon spécifique seront traités dans le cadre du nouveau sous-programme. Donc, j'ai beaucoup d'incertitudes sur ce type de projet très précisément. Mais disons que LIFE, son objectif, c'est ça dépend des conséquences des formations. S'il y a des impacts concrets qui pourraient
que pourraient donner ces formations. C'est pas, le but du programme n'est pas de faire de la formation. La question est celle des impacts qui pourraient être prouvés. Et dans ce type de projet, la difficulté, c'est de montrer que la formation aura des bénéfices environnementaux concrets sur l'environnement. Et ça, c'est pas évident. Mais si ça peut être montré, pourquoi pas? D'accord. Je ne sais pas si on a le temps encore de prendre une question, mais peut-être pas. Il faut peut-être que l'on… Peut-être pas, il faut qu'on avance, on est un peu contraint par le temps. On essaiera de garder un temps d'échange à la toute fin de l'atelier. Merci Clément, donc merci à tous. Maintenant, je vous propose de passer à la session avec des témoignages de porteurs de projets. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Lega, qui est directeur technique du pôle de compétitivité Plastipolis et qui va nous apporter son témoignage sur le projet Citrus Pack, dont le pôle est partenaire. Et ensuite, je vous présenterai le projet Bapora sur la rénovation énergétique. Monsieur Lega. Bonjour à toutes et tous. Merci Patrick. Effectivement, un témoignage, alors non pas d'un porteur, mais partenaire, sur un projet qui s'appelle Citrus Pack, donc, qui est un projet LIFE de 2016, donc qui va se terminer à la fin de cette année, dont l'ambition donc, est, dans le cadre de l'économie circulaire et de la valorisation de déchets, de trouver une stratégie de revalorisation donc, de déchets d'agrumes en particulier, notamment avec la production espagnole, pour tout ce qui est application d'emballage vert et des applications cosmétiques. Donc, il y a une étude donc, qui présentait effectivement donc, les bienfaits des résidus d'agrumes, notamment donc, au niveau de la peau, notamment au niveau de la pulpe et également au niveau donc, des pépins donc, riches en protéines. Et puis, l'idée, c'était d'avoir sur le deuxième transparent que vous avez à droite, hein, donc c'est écrit un peu petit, mais vous aurez les supports. Donc de voir comment ça pouvait se décliner donc avec deux applications. Une première application donc de renfort pour tout ce qui est bioplastique dans les applications donc, de packaging. Et là, il y a eu donc deux cibles technologiques donc à travers les métiers de la transformation de polymères. Donc le premier, donc c'est tout ce qui est injection, soufflage pour faire une bouteille de jus d'agrumes, hein, donc jus d'orange ou autre. Et puis une deuxième application, donc par injection, donc de faire un pot cosmétique. Et puis d'autres applications, donc où les produits donc de peau, de pulpe et de pépins, donc sont utilisés directement dans des produits cosmétiques pour des gels, pour voilà, donc d'autres huiles ou crèmes. Donc, tout ça, c'est né du constat qu'effectivement, il y a une consommation assez importante, donc une production assez importante donc de déchets de packaging donc, au niveau européen, avec 174 kilos par an et par habitant, ce qui est évidemment beaucoup, avec une considération assez peu importante de tout ce qui est emballage, donc comme des produits secondaires qui ont une durée de vie très courte. Donc, le focus de ce projet, c'était justement de travailler sur ces packaging. Donc, il y a un consortium donc, qui est porté par le centre iTip en Espagne, donc avec 7 partenaires différents, donc pour un budget global de 1,7 million, avec des rôles, vous voyez, donc, différents pour les différents partenaires. On peut passer au slide d'après. Donc, l'intérêt donc, de ce programme, c'est qu'il cherchait à démontrer la faisabilité technique. Hein. Julia tout à l'heure mentionnait qu'effectivement, ce ne sont pas des projets de recherche. Là, on est bien sur un projet donc, avec des applications à la clé et puis surtout donc, démontrer une réplication et une faisabilité industrielle. Donc là, on était sur les 2 cas industriels donc, qui concernent la plasturgie. Je ne parle pas donc, de l'utilisation des produits cosmétiques dans les produits cosmétiques à proprement dit, donc les crèmes ou autres produits. Mais là, sur les dossiers qui concernaient la plasturgie, donc on a la création d'une bouteille par injection soufflage, donc avec toutes les études nécessaires donc, au bon design, au bon dimensionnement du produit, donc avec bien sûr toutes les études amont de rhéologie, d'éco-conception, toutes les phases de moule, d'essai, de moulage, etc. Pareil sur le pot cosmétique, avec une démonstration donc, des différents matériaux utilisés, des différents renforts utilisés,
Et puis surtout, donc, la démonstration donc, que ces produits et ces matériaux qui sont trouvés mais peuvent avoir des débouchés industriels et donc une certaine réplication au niveau industriel. Donc, vous voyez en bas sur les différentes photos les produits qui ont été générés. Donc avec évidemment donc, au début pas mal de soucis d'odeur notamment. Hein, donc effectivement, on n'imagine pas tout un atelier donc, fabriquant des bouteilles avec une forte odeur de caramel. Donc, il a fallu travailler sur tous ces sujets pour trouver les bons additifs pour avoir in fine donc, des bioplastiques. Donc, la base, c'était d'avoir évidemment donc, des bioplastiques avec ces charges additives, donc, en évitant évidemment tout ce qui était ressources fossiles. Et donc, démontrer, vous voyez à droite, donc, par tout ce qui était caractérisation de ces matériaux, qu'on avait finalement donc, des performances qui étaient parfaitement compatibles avec les cahiers des charges qui étaient donnés dans le cadre de ce projet. Donc, c'est ce qui a été fait et qui se termine donc, avec ce programme donc, à la fin de cette année, avec 2 applications qui, somme toute, donc, sont parfaitement réplicables et qui peuvent se dupliquer donc, à d'autres gisements de déchets. Donc, un très bel exemple d'économie circulaire, je dirais. Et j'aimerais vous demander, Jean-Jacques, un peu quels sont les enseignements que vous tirez de votre participation à CitrusPack et à un projet LIFE en général. Oui. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc, j'avais préparé effectivement cette réponse. Donc, le rôle du pôle comme Plastipolis donc, dans ce projet, c'est un rôle de dissémination et de communication du projet. C'est-à-dire montrer effectivement donc, à la filière, à tout l'écosystème de la plasturgie que ce type de projet donc, de valorisation de déchets, c'est possible. C'est donc quelque chose sur lequel on a pu communiquer à travers différents événements donc, qui étaient organisés par le pôle ou des salons qui étaient organisés sur la thématique de la cosmétique, par exemple, ou à travers donc, nos propres congrès qu'on a organisés, soit sur des journées scientifiques, soit sur des congrès justement sur les S-Cube, donc Smart, Sustainable and Safe Materials. Le deuxième objectif, donc, c'était de démontrer la réplicabilité des matériaux, devrais-je dire, avec une validation des conformités et des performances des produits avec les systèmes de transformation de nos membres. Le but étant évidemment de voir comment ça peut se dupliquer, comment ça peut être réutilisé, comment on peut valoriser les résultats d'un tel projet. Et pour ça, c'est démontrer que ça peut servir à une majorité. Donc, c'est ce qui a été fait avec les conclusions qui seront apportées en décembre, montrer qu'à travers les procédés d'injection sous plage ou d'injection tout court, on peut parfaitement valoriser ce type de déchets. Et l'intérêt pour un pôle, pour répondre à votre question, Patrick, l'intérêt, c'est que le pôle a écrit une stratégie. Donc, cette stratégie, évidemment, donc avec un certain nombre d'axes stratégiques, dont l'économie circulaire, ce sont des sujets d'actualité sur lesquels donc, le pôle peut parfaitement se positionner et illustrer par des actions de ce type ce qui est en route et comment aussi embarquer ses adhérents dans ce type de projet. Donc, ce sont des projets, les projets LIFE sont des projets donc, qui, avec des thématiques particulières, des fonds propres, comme l'a souligné Julia, sur lesquels il ne faut pas hésiter à se positionner avec, ce n'est pas des projets de recherche, mais c'est des projets avec application à la clé qui peuvent être parfaitement démonstratives. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage, Jean-Jacques. Je pense que c'est très, très éclairant. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait également une forte volonté du pôle Plastipolis de continuer à s'impliquer au niveau européen. Donc, c'était une bonne nouvelle. Donc, merci beaucoup. Merci. Je vous propose un deuxième témoignage qui concerne le domaine de la transition énergétique, donc qui est un domaine qui va être intégré dans le prochain LIFE. Attention au niveau du temps, Patrick. Oui, merci. Merci Clément. Effectivement, donc je vais vous faire une présentation très succincte et je reste à votre disponibilité si vous souhaitez échanger après cette journée.
Comme vous l'avez indiqué, l'énergie est une thématique qui va être intégrée désormais dans Life. Et ce projet pourrait s'inscrire dans ce type de projet avec un niveau de maturité un peu plus élevé, donc peut-être du 8, éventuellement 9. Donc ce projet s'appelle Bapora. C'est un projet qui traite de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Et il vise à aider les collectivités locales, surtout de petite taille, à monter des projets d'investissement, à rénover leurs bâtiments. Donc, c'est un projet qui rassemble un grand nombre de partenaires, au total 11 partenaires. Ils sont tous basés en région, Auvergne-Rhône-Alpes, des collectivités, des syndicats d'énergie, des agences de l'énergie, répartis sur plusieurs départements. Et il est porté par l'ADEME en région avec le soutien de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. Et une des spécificités du projet, c'est qu'il s'agit d'un projet d'aide à l'investissement. Et comme vous le voyez, il s'appuie sur un engagement des partenaires à passer à l'action et à investir dans des projets de rénovation. Donc, on a l'objectif d'atteindre 23 millions, un peu plus de, disons 24 millions d'euros d'investissement décidés, votés à la fin du projet. Alors, les partenaires avaient trois ambitions, je dirais. Donc, c'était vraiment d'expérimenter un service de soutien à la rénovation des bâtiments publics, tertiaires, surtout pour les petites municipalités, avec une dimension à la fois régionale et locale, d'où cette structure partenariale, et leur permettre de développer des nouveaux outils de financement, d'accompagnement, mais également de garantie de performance énergétique. Et juste pour terminer, donc voilà un peu les résultats qui sont attendus de ce projet et sur lesquels les partenaires travaillent. Donc à terme, on prévoit la création de 9 plateformes de la rénovation énergétique dans le secteur tertiaire, dans différents départements. 90 municipalités, communes sont impliquées et on vise 115 bâtiments publics rénovés avec des économies d'énergie et donc un investissement dans la rénovation. Voilà, rapidement, c'était pour vous présenter un peu le type de projet qui pourrait être proposé, je dirais, dans le cadre du nouveau live sur la thématique transition énergétique. Et donc, pour terminer, on va peut-être, je regarde si on a l'heure pour quelques questions, peut-être 1 ou 2 minutes, Clément, et puis ensuite, oui. On abordera la partie accompagnement. Donc, alors, revenons aux questions. Donc, il y en a une qui était directement pour Jean-Jacques Légal sur les solutions développées à l'issue du projet sont-elles accessibles aux membres qui ne font pas partie du consortium et quelles sont en fait, les libertés d'exploitation de ces solutions qui ont été développées? Effectivement, on a un accord de consortium qui permet derrière aux différents partenaires de réutiliser ou pas les résultats de ces travaux. Là, en l'occurrence, il faudrait voir au cas par cas, donc si c'est possible, mais voilà. En général, donc, il y a cette possibilité de pouvoir bénéficier à chacun des partenaires pour son propre compte, donc de pouvoir réutiliser. Donc après, il faudrait voir au cas par cas. Ok. Une autre question, c'était sur est-ce que LIFE, le programme, peut financer des projets de déploiement commercial d'un produit lié à la transition écologique? Alors, il n'y a pas d'obstacle à ce que LIFE finance des projets qui vont être considérés par la Commission européenne comme close to market, proche du marché. Donc, si c'est ce que vous appelez déploiement commercial, ça peut fonctionner. Mais si l'objectif principal, c'est le déploiement commercial de quelque chose qui existe déjà, qui sera déployé de toute façon, même sans LIFE. Enfin, c'est difficile de répondre précisément à la question. Il peut y avoir une partie de déploiement commercial, mais si c'est présenté comme uniquement du déploiement commercial, je pense que ça ne passera pas spécialement dans le cadre du programme. Mais il peut y avoir des projets, et tout à l'heure, j'ai parlé de la question de la réplication du transfert et de la pérennité. Un business plan peut être une forme de réplication et de transfert. Donc, c'est... Donc, une partie peut passer par la commercialisation, mais ce n'est pas non plus un programme qui est fait pour aider au déploiement commercial de façon générale. Et après, j'ai vu quelques autres questions, si je peux me permettre, du coup, pour
aller plus vite sur la question de l'éducation à l'environnement par la pratique des sports de nature. Alors, pour préciser, c'est vrai qu'on ne sait pas encore exactement ce qu'il y aura dans la partie économie circulaire et qualité de vie, mais la partie qualité de vie, a priori, ça devrait quand même être plutôt des thématiques proches de ce qui existe déjà dans ce qui s'appelle aujourd'hui environnement et utilisation rationnelle de ressources. Donc, ça touche plus à la question de la qualité des sols, de la qualité et de la quantité d'eau disponible, de la qualité de l'air, du bruit en ville, ou ce type de choses. Donc, alors là, le projet est décrit de façon extrêmement générique, mais si c'est axé sur le sport en tant que tel et sport lié à la qualité de vie, a priori, ça ne relève pas forcément de LIFE. Et là encore, la question est quels sont les impacts sur l'environnement disons que la question de qualité de vie, c'est plus les impacts sur l'environnement qui amélioreront la qualité de vie que l'amélioration de la qualité de vie individuelle directement sans passer par une amélioration de l'environnement. Et ensuite, très rapidement sur la question des changements entre notes de synthèse et dossier complet, il peut y avoir des petites évolutions, mais globalement, c'est quand même assez contraint par le fait que le budget ne peut pas augmenter et surtout que les évolutions, si évolution il y a, doivent améliorer le projet et pas l'inverse. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous pour vos questions et n'hésitez pas à venir vers nous si vous souhaitez qu'on approfondisse certains points. Nous allons devoir conclure cet atelier pour laisser la place aux autres ateliers. Je vais laisser Émilie nous parler des instruments de soutien en région. Merci. Oui, merci Patrick. On va passer très vite. De toute façon, vous aurez à la fois le replay et puis les éléments de présentation. Je ne m'appesantis pas parce que je vois que les gens commencent à quitter. Il y a effectivement plusieurs acteurs qui peuvent vous accompagner, à la fois notre agence, mais aussi, vous l'avez vu, les pôles de compétitivité. Je citerai également Tecterra et Indura qui ont participé au groupe de travail de cet atelier, qui ne sont pas présents aujourd'hui sur l'animation, mais qui ont également participé. Donc, c'est des acteurs qu'il ne faut pas hésiter à solliciter. Bien évidemment, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie et Environnement qui est aussi là pour vous accompagner dans vos différentes démarches. L'agence également, donc vous aurez un petit peu le détail et surtout, on voulait vous montrer la slide avec les contacts. Vous allez avoir dans chacune des structures présentes aujourd'hui ou mentionnées les noms des personnes que vous pouvez contacter pour avoir plus d'informations sur un petit peu on va dire les appels à projets européens et en particulier LIFE. Et il ne faut pas hésiter effectivement à contacter Madame Pereira si vous avez des questions sur le dispositif par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Voilà, donc je ne vous retiens pas plus longtemps parce qu'effectivement, on dépasse un petit peu le timing. Voilà, je ne sais pas si éventuellement Clément veut dire quelque chose sur la partie pôle ou Patrick veut rajouter quelque chose sur la partie tout va bien. C'est très bien comme ça. Okay. Ouais, non, on va manquer de temps, je pense, mais vous avez dit l'essentiel. Hein. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous, merci à nos intervenants, merci à tous nos participants. Vous avez été pratiquement, enfin pas pratiquement, on a dépassé la 100aine. Merci à vous et bonne continuation pour les prochains ateliers. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.